Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. On transpose ça 2 minutes à un pays comme la Russie. Imaginez si Poutine était à 10% d'opinion favorable, avec un mouvement de grève massif qui paralyse le pays, qui est soutenu par 80% de la population au minimum, d'après les statistiques. On crierait tout de suite aux dictateurs, à l'inique, à l'ordure, etc. Eh bien, c'est la situation en France. Macron, sauveur de la démocratie, voilà, réprime son peuple, réprime des pères de famille, réprime des personnes âgées, réprime les revendications populaires légitimes. Parce que quand ce type-là me traite de fainéant, c'est quand même, et nous traite de fainéant par la même occasion, c'est quand même à crever de rire. Ce type qui n'a jamais bossé une journée de sa vie dans un emploi qui apporte véritablement de la plus-value. Ce type-là est inutile. C'est le vrai parasite social, c'est Macron. Faut réinsister là-dessus, c'est Macron. Moi, ma patronne me paye. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. Quand vos adversaires vous qualifient de candidat de la finance, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense que c'est triste pour eux. Ça fait 4 ans et demi que je ne suis plus banquier. Et quand je vois qu'on dit encore l'ex-banquier, etc., on peut dire l'ex-ministre, on peut dire l'ex... J'ai été fonctionnaire plus longtemps que je n'ai été banquier. C'est une question qui vous agace un peu ? Non, pas du tout. C'est une question que je trouve triste pour la situation démocratique parce qu'elle est, elle renvoie aux pires années de la vie démocratique française. Une dernière recrue, cooptée par celui qui, dans ce petit milieu, fait figure d'entremetteur. Alain Minc murmure à l'oreille des grands patrons et des politiques. Ami de David de Rothschild, il a souvent joué le rôle de DRH officieux pour la banque. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer ? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix ? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, évidemment, c'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. 2 années passées au sein de la plus grande banque d'affaires d'Europe. 2 années à gérer des fusions-acquisitions et gagner des millions. Qu'il le veuille ou non, Emmanuel Macron incarne pour ses détracteurs la connivence de la classe politique avec la finance. Riches, banquiers et juifs. De tout temps, les Rothschild ont subi des persécutions et sont la cible favorite des antisémites. Au cœur des théories du complot, leur domination sur le monde et leur pouvoir fantasmé. Rothschild argent, c'est un pléonasme. Rothschild pouvoir, c'est un pléonasme. De tout temps, les barons ont cultivé une certaine proximité avec le monde politique. De Georges Pompidou, directeur de la banque, puis chef de l'État, à Emmanuel Macron, jeune associé gérant, les Rothschild se sont imposés comme une institution de la Ve République. On observe avec un grand sourire qu'il a certains de ses anciens collaborateurs qui sont l'un chez François Hollande et l'autre chez Nicolas Sarkozy. Là, je trouve que le mélange des genres devient... Dangereux ? Oui, dangereux. Dangereux pour la République. Rothschild, un nom qui ne meurt jamais. Aujourd'hui, le groupe pèse 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires et emploie 2800 personnes dans 43 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne ou la Chine. Au pays des Rothschild, on conseille les grandes fortunes, les États et les multinationales.
La banque, leader dans les opérations de fusion-acquisition, a géré l'an passé pour 225 milliards d'euros de transactions. Pendant 30 ans, à leur côté, Étienne mène la grande vie, celle de la jet-set. Mais il n'est pas le seul à avoir profité des largesses de la famille. Comme à Versailles, les Rothschild ont leurs courtisans. Ça, c'est Balladur, donc. Voilà, Claude Pompidou, oui. Et Bernadette Chirac, c'est amusant. Jacques Chirac, tiens, voilà. À mon avis, c'était avant qu'il soit Premier ministre, c'était ministre de l'Agriculture ou quelque chose comme ça. Je me souviens la première fois qu'il est venu, il était à l'époque ministre de l'Intérieur de Pompidou, donc assez anti... c'était Jacques Chirac un peu gauchiste à l'époque. Hein. Mais il venait à Ferrières, il était fasciné. Bon, ça c'était évident que tous ces politiques de tous les bords, ils étaient impressionnés par le nom, le faste, et ils oubliaient toutes leurs a priori. Et en a beau avoir une réticence, par exemple, de gauche, je pense qu'une invitation, personne ne résistait au niveau politique. Les Rothschild cultivent leur proximité avec le pouvoir. Surtout à droite, ils sont les intimes du président Pompidou, qui a été leur employé. Si l'État français ne peut plus emprunter directement à la Banque de France, c'est la faute de la loi du 3 janvier 1973, dite loi Pompidou-Giscard. Son article 25 interdirait en effet de faire tourner la planche à billets. Le montant va même être inscrit en annexe d'une autre loi de 1973, celle du 21 décembre. Ce sera 10,5 milliards de francs à taux zéro et 10 milliards de plus au taux le plus bas du marché. Et il suffit simplement de passer devant le Parlement pour augmenter ce plafond. Ça, aucun gouvernement n'a osé le faire. Pour emprunter davantage, mieux valait rester discret et passer par les marchés financiers. En revanche, la plupart des budgets ont profité de ces 20,5 milliards à prix cadeau. C'est en fait la loi du 4 août 1993, conséquence du traité de Maastricht prévoyant l'euro, qui mettra fin à la planche à billets. Mais seulement 20 ans plus tard. Au revoir. Les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. Mai 1981, la gauche a gagné. Sus au grand capital. Les Rothschild avaient raison d'avoir peur. Leur nom figure parmi les 36 établissements bancaires nationalisés. La banque doit quitter le siège. C'en est fini de la maison Rothschild. En 1981, Jean-Pierre Levade était directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, chargé de procéder aux nationalisations. Il a eu accès à tous les comptes de l'époque. Selon lui, la banque Rothschild n'avait plus de prestigieux que son nom. Elle avait un très beau siège rue Charles Lafitte. Il y avait une magnifique galerie des portraits de tous les ancêtres. C'était très bien, très chic, mais ça n'était pas géré de manière très professionnelle. Financièrement, la nationalisation était une bénédiction pour la famille. Alors, est-ce que vous vous souvenez du montant des indemnisations Je pense que c'est de l'ordre de 500 millions de francs, si je me souviens bien. Et elle ne valait plus que zéro, hein. Elle valait rien, en fait. En 86, la droite remporte les législatives et privatise. Succès de la privatisation de Paribas, environ 3 millions de Français se seraient portés acquéreurs. Édouard Balladur, l'intime de la famille, est ministre de l'économie. Pour cette privatisation symbolique, il nomme Rothschild banquier conseil de l'État. Un cadeau d'amis qui les remet en selle. Le contexte économique fera le reste. Depuis François Mitterrand, c'est ainsi. Mais c'est assez révélateur d'une chose beaucoup plus profonde. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant. Mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Est-ce que je peux vous montrer ça ? Oui, je ne suis pas sûr qu'on le voit à l'antenne, mais je vous fais parfaitement confiance. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. C'est le rapport de la Commission européenne du 13 mai 2016 qui fixe ce que doivent être les politiques économiques et sociales de la France en 2017. Mais pourquoi il aurait moins de pouvoir? Véronique Jacquier, Sud Radio. Il a moins de pouvoir pour 1000 raisons. D'abord,
l'euro. Aussi bonne raison fait qu'une grande partie de la politique économique est heureusement devenue européenne. La décentralisation, les grands investissements ne sont plus dans l'État et la politique de grande infrastructure ne lui appartient plus. Les privatisations, il n'y a plus de politique industrielle possible. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. Dans les années 90, le banquier d'affaires est au cœur de la refondation du capitalisme. Fusion-acquisition, privatisation, OPA. Plus ça brasse, plus les capitaines d'industrie ont besoin de leurs nouveaux amis. Le banquier conseille, négocie, appelle Bercy. On ne peut plus se passer de lui. La première de ses qualités, un carnet d'adresses bien fourni. Et questions relationnelles, Rothschild excelle. Car David va chercher ses recrues dans les couloirs des ministères. Ancien conseiller de Pierre Bérégovoy, Jean-Charles Naouri. Ancienne plume de Laurent Fabius, Lionel Zinsou. Nicolas Bazire, ancien inspecteur des finances, éminence grise d'Édouard Balladur et ami intime de Nicolas Sarkozy. François Pérolle, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy à Bercy. Et Emmanuel Macron, lui aussi inspecteur des finances, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Le parcours d'Emmanuel Macron est fidèle à une vieille tradition française qui autorise un haut fonctionnaire à quitter l'administration pour céder aux sirènes du privé et à ses salaires attrayants. On appelle ça le pantouflage. Dans le système bien rodé de la pantoufle, le haut fonctionnaire ne démissionne pas, il est détaché. Son passage chez Goldman Sachs, par exemple, ou bien Lazare, ou encore Rothschild, devient même le signe d'une carrière réussie, un must. Et rien ne lui interdit de revenir ensuite aux plus hautes fonctions de l'État, les poches pleines. Une pratique répandue qui fait naître le soupçon du conflit d'intérêts. C'est rien d'autre qu'une forme dévoyée du lobbyisme. On embauche un haut commis de l'État qui a servi l'intérêt de la nation. L'entrisme est direct. On sait très bien que dans un second temps, ce haut fonctionnaire nous servira toujours et servira toujours nos intérêts. Donc c'est Rothschild un jour, Rothschild toujours? Non, mais quand on a touché 2 millions d'euros, on est quand même redevable. Quand on a travaillé un certain nombre d'années, même si c'est une année à temps plein ou 2 années, qu'on a servi un employeur, on lui est peut-être redevable. Grâce à ses recrutements, Rothschild devient un lieu de pouvoir et d'influence. Certains surnomment même la banque Bercy bis. Dans les années 90, Paris Match ne s'y trompe pas et titre sur ces Richelieu de la finance, devenus les vrais maîtres du monde. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance.